Bonjour, je vais répondre aux questions qui sont indiquées sur PowerPoint en conservant l'ordre et en me permettant de temps en temps de faire une petite remarque pour les lier de façon différente de l'ordre qui est indiqué là. Alors, qu'est-ce que j'entends par territoire? Dans territoire, j'entends d'abord avant tout le mot terre. Et comme je travaille pour l'essentiel sur le littoral et la mer proche ou sur les fonds marins, quand j'entends le mot terre, je me dis que c'est insatisfaisant et qu'il faudrait avoir un terme qui inclut le mot mer. Alors pourquoi est-ce que je pense cela? Parce qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ont réfléchi à la notion de territoire et qui se sont aperçus qu'elle avait évidemment beaucoup d'intérêt, mais aussi un certain nombre de limites. Alors, il y a évidemment des géographes, parmi lesquels des géographes qui ont travaillé en géographie de la mer, Guilcher, c'est évident, et Jean-René Vanet aussi. Il y a aussi des climatologues qui ont indiqué le fait qu'un territoire pouvait être aérien, ce qui ne saute pas aux yeux. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'autres personnes venues d'autres disciplines. Je suis assez attentif à ce qui est fait par des artistes qui ont travaillé dans les années 70 autour de la notion de land art. Et dans land, ça ne veut pas dire territoire, mais c'est bien quand même un ancrage d'une manière ou d'une autre dans une idée ou dans une représentation qui a quelque chose de matériel, de physique et de spatial. Et puis il y a un philosophe qui m'impressionne aussi pas mal, même si je ne suis pas absolument 100% d'accord avec tout ce qu'il écrit, qui s'appelle Gilles Deleuze, qui a travaillé beaucoup sur des concepts qui s'appellent territorialisation et déterritorialisation dans différents ouvrages. Alors ça indique quel est le socle conceptuel de ma réflexion autour de la notion de territoire. C'est l'idée que le mot territoire désigne un parti pris au sujet de l'espace. Par espace, j'entends tout bêtement une étendue, en 3D évidemment. En fait, derrière le mot territoire, il y a l'idée d'appartenance ou d'appropriation ou d'aménagement, et ça ne permet pas de désigner de façon, à mon avis, pertinente des choses aussi fluctuantes que la surface de la mer, par exemple, ou évidemment l'épaisseur de la tranche d'eau. Ça pourrait peut-être marcher pour le fond marin. Donc, je pense qu'il faut appréhender l'espace en termes de milieu. Par espace, j'entends étendu. Par milieu, j'entends les interrelations qui peuvent exister entre tous les éléments qu'il y a dedans. Et plutôt que de le réfléchir en termes d'appropriation, d'appartenance ou d'aménagement, il faudrait plutôt y réfléchir en termes de responsabilité. On peut être responsable de quelque chose sur quoi on n'a rien fait. Il y a 70% de la surface, 71% de la surface de la Terre qui est faite en eau. Une immense partie de cet espace-là n'est pas tellement parcouru et pas vraiment approprié. Il y en a une partie qui est d'ailleurs inappropriable légalement au-delà des zones économiques exclusives. C'est pas pour autant qu'on n'a pas de responsabilité dans l'élévation du niveau marin. Donc, qu'il y ait une étendue sur laquelle on ait une action et que cette action ne soit pas corrélée à une appropriation ou à une appartenance, ça implique de donner au mot territoire un sens peut-être un peu plus large que celui qu'il a simplement lorsqu'on est à terre. Alors, les principaux axes d'analyse autour de cette question, tels que je l'ai définis, en fait, ça va être le flou, la fluctuation et le changement. Les limites ou la notion de frontière, quand on est en mer, ça peut exister de manière très rigoureuse, mais il y a aussi des frontières qui sont fixées à partir, par exemple, d'une convergence hydrologique. La définition de l'océan Antarctique, c'est ce qui est au sud de la convergence antarctique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas constant dans le temps. N'empêche qu'au sud de là, il y a un sanctuaire. La fluctuation, c'est que ces frontières, elles changent avec des rythmes qui peuvent être quelquefois réguliers, pensez aux marées, mais elles changent aussi de manière beaucoup moins régulière, pensez à l'ENSO, et le changement fait partie du processus qui renouvelle en quelque sorte le territoire marin. Il n'y a pas de paysage marin qui soit semblable à lui-même tout le temps, ne serait-ce que parce qu'il y a toujours ou des houles ou des vagues ou ainsi de suite. Donc, l'idée qu'il faut penser la notion de milieu, de territoire à travers la notion de changement, c'est quelque chose qui pour moi est absolument important. Alors, sur quel type de recherche appliquée s'appuient mes réflexions théoriques autour de la notion de territoire? Je peux en donner deux exemples. Le premier, c'est la notion de transit sédimentaire, c'est-à-dire que lorsqu'on a une plage, peu importe laquelle, et que sur cette plage surviennent des événements comme par exemple un amaigrissement ou au contraire une augmentation importante du stock de sable, ce sont des événements qui sont toujours vécus par les riverains comme étant quelque chose d'important, peut-être même de significatif. En fait, il faut toujours se poser la question de savoir d'où vient le sable et où il va quand il s'en va.
Alors, ça implique une notion théorique qui s'appelle celle de cellules sédimentaires, et dans la pratique, la notion de cellules sédimentaires, l'endroit d'où les sédiments viennent, par où ils transitent, où ils se piègent, où ils se stockent à la fin, eh bien, cette cellule sédimentaire qui a un schéma théorique très clair, ça n'a pas une délimitation spatiale très précise. Parce qu'on ne sait pas très bien jusqu'où ça va au large. On appelle ça la profondeur de clôture, mais on peut discuter pour savoir à quelle profondeur c'est. Et c'est quelque chose qui, par nature, peut avoir ce qu'on appelle en géographie des emboîtements d'échelle. Si vous prenez la baie du Mont-Saint-Michel, les sédiments qui s'y accumulent ne sont pas totalement indifférents à ce qui se passe dans l'entrée de la Manche en termes de houle et de courant de marée, c'est-à-dire entre Scilly et Ouessant. Un deuxième exemple, ça serait l'origine des aléas. J'ai un petit peu bossé sur des tsunamis dans différents endroits. Et le tsunami, c'est l'exemple typique de quelque chose qui transcende en quelque sorte toutes les limitations, puisqu'il a un point d'origine, mais par contre, les points d'impact sont extrêmement difficiles à prévoir, on peut les modéliser. Et la gravité ou l'intensité de l'impact, elle est extrêmement difficile à prévoir, puisque même quand on en connaît le lieu, on n'en connaît pas forcément, on ne connaît pas l'altitude à laquelle la vague va atteindre, on ne connaît pas le type de dégâts qu'elle va fournir. Donc, il y a dans ce cas-là l'inverse de la cellule sédimentaire, c'est-à-dire il y a un lieu très précis, mais par contre, il y a un phénomène qui est extrêmement difficile à modéliser en termes d'impact. Ça m'amène à la question 6, qui est le lien entre les réflexions théoriques et les pratiques appliquées. Je pense que ça fonctionne dans les deux sens. La pratique implique la théorie implique la pratique. Alors, il ne faut pas voir ça comme une dialectique qui dirait qu'on a un positif, un négatif et qu'on surmonte la contradiction. Il faut plutôt voir ça comme le fait qu'on est amené à faire cohabiter des choses qui apparaissent au départ comme des illogismes. Par exemple, si je pense au tsunami et à son impact, la cause du tsunami, le trajet de l'onde, c'est quelque chose qui est parfaitement déterminé et on pourrait dire que ça obéit à une logique déterministe. Le dégât qui est commis, même sur un plan strictement naturaliste, il ne peut pas être décrit autrement que par des modèles chaotiques. Donc on a deux logiques qui apparemment sont contradictoires, ou du moins sont très différentes, et qui doivent être prises ensemble. Théorie pratique, c'est un petit peu dans ce type de relation-là que ça s'articule. Alors, je n'ai pas de publication stricto sensu qui représente la totalité de ce que je viens de vous dire là, parce que je suis sans arrêt en train de faire évoluer mon travail et ma pensée. Il y a un bouquin que j'ai écrit avec Guy Baudel en 2004 qui s'appelle « Échelle et temporalité » et qui représente, on va dire, assez fidèlement ce que je pense au sujet de ces notions-là, même si son sujet est plus large et plus vaste. Une publication qui serait représentative de la notion d'application, il y en a plusieurs. L'une d'entre elles est parue en 2008 dans la revue Géomorphologie et elle est en anglais, mais le titre en français, ça serait Qu'est-ce qui contrôle l'évolution du littoral aux îles Falkland? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est les houles? Est-ce que c'est un événement comme un tsunami? Et il me reste 2 minutes, mais je n'ai pas d'autre chose à dire.